Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Séquestrée, attachée, elle n'avait aucune chance de sortir d'ici vivante. Aujourd'hui, le tueur les écoutait souffrir. Une enquête d'Axel Vigneux. Caracal, en Roumanie. La porte de la maison se referme avec un claquement sourd. Puis, c'est le bruit d'une voiture qui démarre. Sur son lit, Alexandra, 15 ans, se redresse et écoute le véhicule s'éloigner. Ça y est, il est parti. C'est maintenant ou jamais. Elle tire de toutes ses forces sur ses liens, serrant les dents pour ne pas hurler. Ses poignets meurtris par la corde sont en sang. Son corps entier la fait souffrir, mais l'instinct de survie l'emporte sur tout, étouffant sa douleur et sa peur. Après plusieurs minutes, elle réussit à se libérer. Le cœur battant, elle tente d'ouvrir la porte, mais sans surprise, elle est verrouillée. Par la fenêtre, bloquée elle aussi, la jeune Alexandra aperçoit une vieille camionnette garée dans une cour encombrée de ferraille et une clôture rouge. Elle entend des molosses aboyer à quelques mètres. Inutile de crier, elle ne ferait que les attirer. Elle se met à fouiller dans le capharnaüm de vêtements et de détritus divers qui encombrent le sol de sa cellule et finit par trouver un petit objet rectangulaire miraculeux. Un téléphone. Il fonctionne. Ce jeudi 25 juillet 2019, à 11h05 précise, Alexandra Makenassou compose le numéro de la police en larmes. Son calvaire, qui a débuté 24 heures plus tôt, est peut-être sur le point de s'achever. C'est un changement d'horaire de bus qui a fait basculer la vie de cette jolie brunette de 15 ans. La veille, après avoir embrassé ses parents et sa jeune sœur, elle a quitté le domicile familial de Dobrosloveni, en Roumanie, pour se rendre à Caracal, la ville voisine. D'ordinaire, Alexandra effectue ses 8 kilomètres pour se rendre au lycée, mais ce sont les vacances désormais, et elle part rejoindre des copines. Il est un peu plus de 9 heures lorsqu'elle arrive à l'arrêt des cars et s'étonne de le trouver désert. Elle comprend vite pourquoi. Les horaires d'été viennent d'entrer en vigueur. Le prochain bus ne passera que dans l'après-midi. L'adolescente décide alors de faire ce que tout le monde fait dans le pays, de l'autostop. Elle se campe au bord de la chaussée et tend le pouce. Une berline grise ne tarde pas à s'arrêter. Alexandra se penche vers la vitre ouverte, discute un instant avec le conducteur, puis monte dans le véhicule. Sans doute se dit-elle qu'elle a de la chance d'avoir été prise aussi vite. Ce n'est pas le cas. En Roumanie comme ailleurs, une fille de son âge ne reste jamais longtemps injoignable. SMS, WhatsApp, Messenger, Snapchat, ce ne sont pas les moyens de communication qui manquent pour les ados d'aujourd'hui. Alors forcément, ce matin-là, les copines d'Alexandra s'inquiètent vite de son silence. Elles savent que leur amie est sérieuse et pas du genre à leur poser un lapin sans prévenir. Après 3 heures d'attente et d'appel dans le vide, elles préviennent les parents d'Alexandra qui comprennent aussitôt qu'il se passe quelque chose d'anormal. Les Macessaniou se rendent au commissariat de Caracal, où les policiers de l'accueil ne daignent même pas les écouter. Alexandra a 15 ans, leur explique-t-on, et à cet âge-là, on fugue. Les pauvres parents insistent, mais les policiers restent intraitables. Leur fille reviendra à la maison pour dîner. Dépités et fous d'inquiétude, ils rentrent chez eux. Les heures passent, la nuit tombe. Ils attendent ainsi jusqu'à l'aube, mais rien. Pas un coup de téléphone, pas un bruit de clé dans la serrure. Dès 8 heures le jeudi matin, les traits tirés et l'estomac noué par l'angoisse, ils sont de retour au commissariat. Cette fois, on leur prête un semblant d'oreille. Une enquête pour disparition est officiellement ouverte. Puis, à 10h30, coup de théâtre. Un inconnu appelle la mère d'Alexandra pour lui annoncer tranquillement que sa fille va bien et qu'elle a décidé de partir vivre avec lui en Angleterre. La voix est celle d'un homme d'un certain âge. Madame Macessaniou ne croit évidemment pas une seconde à cette histoire.
et supplie son interlocuteur de lui passer Alexandra. Mais ce dernier lui raccroche au nez. Les policiers rappellent le numéro affiché, sans succès. Il s'agit d'une ligne à carte prépayée. Impossible de remonter jusqu'à son propriétaire. Mais une chose est désormais certaine. Alexandra est en danger, retenue on ne sait où par on ne sait qui. De fait, l'adolescente n'est pas loin. Son ravisseur la détient dans une grande maison perdue en pleine campagne, à une dizaine de kilomètres de chez elle. Ce jeudi 25 juillet, après avoir passé son coup de fil délirant, l'homme est parti faire une course en ville, laissant Alexandra seule, ligotée, dans la pièce qui lui sert de cellule. C'est alors que la jeune fille réussit à se libérer et à mettre la main sur un portable en état de marche. On peut se dire à cet instant qu'elle est sauvée. Peu après 11 heures, elle compose le numéro de la police. Une première tonalité. Une seconde. À l'extérieur de sa geôle, les chiens continuent d'aboyer. À tout moment, la prisonnière sait qu'elle risque d'entendre claquer une portière, signe du retour de son bourreau. À la troisième sonnerie, une voix de femme répond et lui demande quelle est son urgence. Son urgence? Sortir de là au plus vite, voilà telle quelle la transcription du dialogue qui se noue. « J'ai 15 ans, et hier, j'ai été kidnappée par un monsieur. » L'opératrice répond « Comment vous appelez-vous ?»« Alexandra Massessagnou. Venez vite, je ne sais pas où je suis. »« Vous ne savez pas où vous êtes ? Dans quelle localité êtes-vous ? » ?»« À Caracal. Il m'a emmené à Caracal, mais je ne sais pas exactement où. » L'ado, avec la candeur de ses 15 ans, s'imagine probablement qu'on va envoyer toutes les patrouilles disponibles, comme dans les films, et déployer une armada pour la retrouver. Hélas, dans le monde réel, et plus particulièrement en Roumanie, ce ne sont pas des super-héros qui reçoivent les appels au secours, mais des opératrices blasées qui pensent avoir affaire à de jeunes blagueuses. L'opératrice répond « Eh bien, donnez-moi un repère dans Caracal, sinon, comment voulez-vous qu'on vous trouve ?»« Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Vous avez été violée ?» La question est directe, brutale. Alexandra éclate en sanglots et bredouille un oui quasi inaudible. Ensuite, la communication est coupée. Alexandra rappelle dans la foulée. Cette fois, c'est un policier qui la prend en ligne. Et de nouveau, on lui réclame des renseignements qu'elle ne peut pas fournir. « Et maintenant, où êtes-vous ? Pouvez-vous décrire l'endroit où vous vous trouvez ? » « Je ne peux pas vous le dire. Je suis enfermé dans une pièce. La porte est verrouillée. Il y a une cour. » « Regardez bien et dites-moi ce que vous voyez. Vous le connaissez, cet homme ? » ?»« Non. Hier, je suis allé en ville, mais il n'y avait plus de bus. Je marchais et il s'est arrêté à ma hauteur. Il m'a proposé de m'emmener. Je suis monté avec lui et il m'a emmené. Il m'a enfermé. » La jeune fille s'affole, parle à toute vitesse. Son interlocuteur, qui n'est visiblement pas Colombo, lui pose des questions inutiles. Comment a-t-elle trouvé ce téléphone ? À qui appartient-il ? Poussée à bout, Alexandra craque et sanglote. « Envoyez-moi quelqu'un, s'il vous plaît, j'ai peur. »« Regardez autour de vous. Il me faut quelque chose pour savoir où vous êtes. » Les chiens continuent d'aboyer. Heureusement, leur maître n'arrive toujours pas. La prisonnière, tremblante, fouille le bazar répandu à terre autour d'elle. « J'ai trouvé une carte de visite. Il y a un nom et une adresse dessus. Popescu Lucian, numéro 9 de la rue Antonius Caracalla. » Le numéro 9 de la rue Antonius Caracalla. C'est ça ? Le policier pianote sur son ordinateur. À cette adresse, il y a un garage et un immeuble. « S'il vous plaît, venez vite, j'ai peur » répète Alexandra, tandis que son sauveur ne semble toujours pas saisir l'urgence de la situation. C'est quel bâtiment ? Quel immeuble ? Et pourquoi pas le digicode pendant qu'on y est ? Alexandra, évidemment, n'en a aucune idée. « Ce n'est pas un immeuble, c'est une maison. Il y a une cour, avec des chiens en liberté. »« Une maison, d'accord. On va essayer d'envoyer une équipe de police, d'accord ? » « S'il vous plaît, venez vite, j'ai peur. Il m'a battu. » Le flic, à cet instant, semble en avoir assez d'entendre les pleurs d'Alexandra et lui ordonne sèchement de se calmer. Comment cette pauvre gamine le pourrait-elle ? « Je suis enfermée, je ne peux pas sortir. S'il vous plaît, venez » crie-t-elle, désespérée. Nouvelle coupure.
À 11h12, la jeune fille rappelle à nouveau. Son interlocuteur commence clairement à montrer des signes d'exaspération. On a compris qu'elle était en danger, inutile de le répéter 20 fois. « S'il vous plaît, implore-t-elle, vous avez envoyé quelqu'un ?»« Oui, c'est fait, patientez. Dans 2 minutes, ils vont arriver, mais ils ne peuvent pas voler, hein. S'il vous plaît, venez, j'ai peur. Restez avec moi au téléphone, s'il vous plaît. »« Je ne peux pas rester au téléphone, mademoiselle. Nous avons d'autres appels. » Raccrochez pour ne pas encombrer la ligne. Derrière Alexandra, en fond sonore, les aboiements redoublent. Puis, le policier entend un dernier cri déchirant, juste avant que la communication ne cesse définitivement. « Il revient! Il revient !» Il est 11h29, le bourreau est de retour. Alexandra a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver sa vie. Elle n'a plus qu'à espérer, à prier pour que sa bouteille lancée à la mer trouve un destinataire. La carte de visite, hélas, n'est pas celle de son ravisseur. Une patrouille se rend au 9 de la rue Antonius Caracalla, où on ne remarque rien de suspect. Mais après avoir cru à une blague, les opérateurs de la police nationale font le lien avec la disparition signalée le matin même. Grâce aux informations transmises par Alexandra, notamment sur l'endroit où elle a été enlevée, l'enquête commence enfin. L'examen des caméras de surveillance permet de retrouver les images de l'adolescente montant dans une voiture grise. La plaque minéralogique, en partie visible, reconstituée. Près de 20 heures après le premier appel de la jeune captive, le nom d'un suspect émerge. Il s'appelle George Dinka, 65 ans. Son profil n'a rien de rassurant. Au cours des 10 dernières années, il a fait 8 séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Il vit seul dans une ferme abandonnée au fond d'un terrain de 3000 mètres carrés. Une bâtisse qu'il a d'ailleurs mise en vente 3 semaines plus tôt. À un potentiel acheteur venu visiter les lieux, Dinka a expliqué qu'il avait besoin d'argent rapidement et qu'il comptait partir s'installer dans les montagnes. Dans la nuit du vendredi 26 juillet, plusieurs patrouilles de police se garent aux abords de la fameuse ferme, cernées d'une haute clôture et d'un épais rideau de végétation. Il est 3 heures du matin. Mais même s'ils sont prêts à donner l'assaut, les policiers doivent encore attendre le feu vert de leur hiérarchie. Et ça traîne. C'est seulement aux petites heures du jour que l'intervention a finalement lieu. 48 heures après le kidnapping. Le domicile de George Dinka ressemble à une vaste décharge. Sur le terrain, plusieurs énormes chiens agressifs et affamés rôdent au milieu des carcasses de voitures et des détritus. Quand les forces de police investissent le bâtiment, elles se prennent les pieds dans un fatras sans nom. Des centaines d'objets, de meubles, de vêtements sales sont empilés dans chaque pièce, mais aucune trace d'Alexandra. On découvre alors que sous la maison, George Dinka a creusé des caves en partie cimentées qui ressemblent à des cellules. Certaines sont obturées par des meubles ou des planches suffisamment lourdes pour empêcher quiconque d'en sortir. En explorant ces geôles lugubres, les enquêteurs commencent à se demander s'ils ne seraient pas tombés dans le repère d'un kidnappeur en série, voire pire. À qui étaient destinées toutes ces oubliettes ? Dinka est finalement découvert et interpellé sans résistance. C'est un grand costaud aux yeux bleus, les cheveux blancs coupés courts. Ses vêtements sont sales, tachés. Il ressemble à un clochard. Ou plutôt, il ressemble à sa maison. Dans son véhicule, on découvre des mèches de cheveux et une boucle d'oreille ensanglantée. Les analyses révéleront qu'elles appartiennent à Alexandra. Entendu pendant près de 7 heures par les policiers, George Dinka raconte comment il a abordé l'adolescente qui faisait du stop ce fameux mercredi matin. Après l'avoir embarquée dans sa voiture, il l'a emmenée sur une route de campagne, s'est arrêté et lui a proposé des relations sexuelles. Et comme elle refusait évidemment, il s'est énervé et l'a frappée. Alexandra, à ce moment, se débat. Dinka lui arrache une boucle d'oreille dans la bagarre. Bien sûr, elle n'a aucune chance face à un tel colosse. Il la maîtrise sans mal, la ligote, lui bande les yeux avec du ruban adhésif avant de la ramener dans son antre. La suite ?
La jeune Alexandra attachée sur un lit, violée pendant des heures. Quand le mercredi matin, en rentrant de sa petite course en ville, l'horrible type découvre le téléphone portable et comprend que sa prisonnière a appelé la police, il se serait alors énervé et l'aurait tabassé à mort, selon ses propres termes. Et lors de cette nuit du jeudi au vendredi, alors que les policiers massés devant chez lui attendaient les ordres, Dinka était en réalité en train de découper sa victime et de dissoudre son corps dans l'acide. L'horreur ne s'arrête pas là. Georgi Dinka avoue également l'enlèvement et le meurtre de Luiza Melenko, 18 ans, disparue le 19 avril dernier. Il explique lui avoir fait subir le même sort et s'être débarrassé de ses restes en les jetant dans la rivière. Le sanglant palmarès du tueur pourrait être bien plus épais. Parmi les milliers d'objets récupérés chez lui, les enquêteurs ont découvert un téléphone appartenant à une ado de 16 ans, Alex Goguez, disparue en août 2015, dont le corps décapité avait été retrouvé quelques semaines plus tard. À l'heure où nous exposons ces faits, des restes humains découverts dans un conteneur sont toujours en cours d'analyse. Il est très probable qu'il s'agisse de ceux d'Alexandra. Et c'est toute la Roumanie qui s'indigne. Mais ce n'est pas seulement à son meurtrier que les gens veulent. Le samedi 27 juillet, ils étaient des milliers rassemblés devant le ministère de l'Intérieur à Bucarest pour crier leur colère. Pour tous, Alexandra n'a pas seulement été tuée par un monstre. C'est tout un système, corrompu et incompétent, qui est responsable de sa mort. La majorité des Roumains pensent que l'adolescente aurait pu être sauvée si seulement la police avait correctement fait son travail. La retranscription dans les médias de ces appels de détresse, traités par-dessus la jambe par tous ses interlocuteurs, révolte le pays. Sans parler de cet assaut lamentable, repoussé de plusieurs heures à cause d'un ordre qui ne venait pas. Ce fiasco retentissant a, depuis, provoqué des remous jusqu'au plus haut sommet de l'État. Sous la pression des manifestants, le ministre de l'Intérieur a limogé le chef de la police, 3 responsables de la police locale, ainsi que le préfet du département. Il a ensuite lui-même démissionné. Cela ne ramènera pas Alexandra, mais en luttant avec un immense courage pour sa vie, cette adolescente aura peut-être infléchi l'histoire de son pays et empêché de futurs autres crimes. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.